Hello, c'est Laetitia. Salut, c'est Lucille. Cette semaine, pour cet épisode, je me suis inspirée d'une expérience un petit peu bizarre que j'ai faite récemment. Une fois n'est pas coutume, c'est pas Lucille qui est partie à l'aventure. Mais j'aime beaucoup quand tu commences comme ça. Moi, je suis partie dans un événement qui était organisé par Mythique. Cet épisode n'est pas sponsorisé, je précise. Qui m'a proposé de découvrir son Reset Club. C'était un événement, un pop-up pendant quelques jours sur la thématique de comment apprendre à se recentrer sur soi avant de se lancer dans une nouvelle relation amoureuse. On sait que ça peut paraître un petit peu bizarre, qu'on a tendance à se dire que les sites de rencontres et applications de rencontres, ils sont là en mode faut aller vite, faut se créer des comptes, des profils, faire des rencontres, leur faire rentrer de l'argent, etc., etc. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu original de voir un site de rencontre qui disait hey, en vrai, si vous faisiez une pause avant de venir chercher l'amour chez nous, peut-être que ce serait pas mal. Et du coup, on va vous donner des clés pour faire ça. Donc, je me suis dit, je vais y aller. Faut savoir que moi, j'ai longtemps été une serial dateuse. C'est-à-dire qu'il y a eu des grandes phases de ma vie où, quand je me faisais larguer par quelqu'un, je ressortais avec quelqu'un 2 semaines après, 3 semaines après. Ok. Et vraiment, j'enchaînais les relations amoureuses. Un petit peu comme Suzanne dans Desperate Housewives. Ouf. Ouais. Vraiment, cet épisode, c'est l'épisode des surprises. Quelle belle référence. Écoute. J'ai vraiment ce souvenir de cet épisode où elle fait sa timeline pendant qu'elle est enfermée dans une cave avec Eddie et qu'elle se rend compte qu'en fait, elle a été célibataire pendant peut-être 6 mois en 20 ans. Alors, je suis désolée, il faut que je fasse un disclaimer. Je n'ai jamais regardé Desperate Housewives. J'ai vu 2 épisodes. Ça m'a suffi. Je sais ce qui se passe dans les 2 premières saisons. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Voilà, je me passe. En gros, mais voilà. J'admire ta mémoire. Il s'est passé ça. Ça m'avait beaucoup marqué parce que du coup, je me suis fait un peu la réflexion. Et puis j'ai aussi été dans des relations où j'étais avec quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, j'ai quitté le premier quelqu'un, etc., etc. On sait que c'est pas éthiquement ce qu'il y a de mieux à faire, mais parfois le cœur a ses raisons que blablabla. Bla, bla, bla. Je suis pas là pour me justifier, ok. Ce podcast s'est transformé en session de thérapie, j'ai oublié que j'étais pas face à ma psy. Mais du coup, je me suis posé la question de est-ce que c'est vraiment bien de sauter d'une relation à une autre? Est-ce que c'est vraiment bien de faire une pause entre 2 relations? Est-ce qu'on est obligé de se faire une introspection entre 2 relations? Du coup, Lucille, ma première question, c'est toi, t'es plutôt serial dateuse ou est-ce que tu fais des introspections entre chaque relation? Alors, pendant 18 ou 19 ans, 18 ans, pendant 18 ans, j'ai enchaîné les relations exactement comme tu l'as dit précédemment, c'est-à-dire une histoire qui commençait alors que l'autre n'était pas finie, ça n'est pas bien, nous ne validons pas ça, et donc dans ma tête c'était un peu ça, et du coup, au fur et à mesure des années, c'est construit un peu une image dans ma tête de je ne suis pas capable d'être seule, je ne sais pas être seule, je n'ai jamais habité seule, ce qui était vrai, et du coup, je n'avais jamais fait un temps de bilan, et j'enchaînais les relations comme ça, sachant qu'en plus polyamoureuse, parfois les relations étaient en même temps, donc du coup il y avait très très peu de temps, le deuil de la relation et tout était un peu bizarre, ou en tout cas avec une autre relation en même temps, donc assez peu de reset en réalité. Et puis il y a 2 ans, grosse rupture dans une relation où je n'étais qu'avec une seule personne à ce moment-là, et grosse rupture qui bouleverse toute ma vie, et où là du coup j'ai pris 2 décisions. J'ai pris la décision d'arrêter de dater des hommes parce que c'était nécessaire d'arrêter ça, je pense, pour plein de raisons. Et je me suis dit à ce moment-là, en fait, il y a eu 2 choses, c'est que je me suis dit, il faut que je fasse une pause, on verra ce qui se passe, il faut que j'apprenne à vivre seule, il faut que j'apprenne à être seule un petit peu. Et à côté, une énorme angoisse qui est, meuf, t'as déjà 38 ans, tu peux pas te permettre de passer 2 ou 3 ans toute seule et de te dire oh je trouverai l'amour à 42 ans, c'est pas grave. Et encore une fois, c'est ce que je pensais, ça n'est pas justifié, je suis pas en train de vous dire que c'est de la folie de se dire ça, mais je me suis dit un peu l'horloge tourne. Tu n'es plus toute jeune, tu n'as pas 25 ans et tu peux pas te dire bon bah c'est pas grave si je fais une pause, je serai encore jeune après. Et du coup ça m'a pas mal angoissée. Et du coup j'étais un peu entre les deux, c'est-à-dire t'as besoin d'être seule et en même temps t'as besoin de retrouver quelqu'un. En plus la personne qui m'avait quittée a trouvé quelqu'un tout de suite. Enfin, voilà. Et du coup, j'avais encore plus le sentiment d'être la seule personne seule sur Terre, quoi. Tu te visualises comme, en fait, du coup, un peu une malédiction. Tu te vois un peu de façon un peu bizarre. Et donc, j'ai fait une pause de 6 mois. Ça n'était pas suffisant.
Et donc, je me suis relancée dans une relation qui a duré 7 mois. Et à l'issue de cette relation de 7 mois, je me suis dit non, en fait, non, là, faut faire une vraie pause. Et une vraie pause, on peut pas dire, ça se trouve, ta vraie pause, elle va durer 1 an, 5 ans. Peut-être que ta vraie pause, elle va durer 2 semaines. On sait pas, ça dépend des gens. Mais là, je pense que j'ai besoin de faire une vraie pause. Et ça fait presque 1 an maintenant. J'ai l'impression que le temps est passé très vite. C'est marrant, mon fils aîné m'a demandé il y a pas longtemps, il m'a dit parce que ma fille me pousse à me réinscrire sur les applis, à redater, elle a peur que je finisse seule dans un truc un peu des clichés que t'as quand t'as 10 ans. Et mon fils aîné a dit mais l'emmerde pas avec ça se trouve elle va très bien. Et il m'a demandé un soir vraiment comme une vraie conversation, genre comment tu te sens là en ce moment, est-ce que tu te sens seule? Et je lui ai dit je me suis jamais aussi sentie moins seule de toute ma vie. Je pense que j'ai une meilleure vie sociale, vie sexuelle, vie relationnelle que quand je suis en couple. Donc en réalité le reset est bienvenu. Donc là maintenant ma position ce serait en réalité en fait ça dépend de la longueur de la relation et il y a une règle, il y a un théorème. Est-ce que tu avais prévu de parler du théorème quand tu... Non. Eh bien il y a un théorème qui est évidemment complètement bidon. Je ne le connais pas. Tous les théorèmes de journaux féminins, de trucs d'internet, c'est qu'en fait il faut faire une pause la moitié du temps qu'a duré la relation dans laquelle on était avant. Si ta relation a duré 10 ans, c'est pas déconnant de prendre une pause de 5 ans. C'est un peu une façon de te dire, c'est pas grave, prends ton temps si t'as besoin, tu vois. Mais j'entends. Mais tu peux aussi avoir une relation de 6 mois qui t'a mis à terre et t'as besoin de 2 ans pour t'en mettre. Ça n'est pas, c'est évidemment un théorème bidon. Mais du coup, je me suis dit, la relation avait duré presque 8 ans, donc ça va, j'ai encore une petite marge. Moi, je sais que l'une des raisons pour lesquelles je me relançais facilement dans des relations aussi, c'est que je me tapais la pression de l'horloge biologique. Bah oui. C'est-à-dire que moi, en tant que meuf cis qui a longtemps été dans des relations hétérosexuelles, j'avais des gens de mon entourage, ma mère pour ne pas la nommer, qui me rappelaient à chaque anniversaire « Ah, à ton âge, j'avais 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants ». Et quand t'as 30 ans et que tu viens de te faire larguer et que tu annonces à tes parents, vraiment j'ai vu le désespoir dans ma mère en mode j'aurai jamais de petits-enfants. Ouf. Et du coup vraiment il y a toujours eu mais aussi bien quand je me suis fait larguer à 30 ans que quand je me suis fait larguer à 23 ans que quand je me suis fait larguer à 21 ans ou que je me faisais larguer à 17 ans, à chaque fois j'avais vraiment ce truc où on me disait peut-être que tu retrouveras jamais assez bien, peut-être que tu trouveras jamais la personne avec qui tu voudras avoir des enfants, etc. Alors que en soi techniquement je connaissais toutes les possibilités, j'avais déjà envisagé de congeler mes propres ovocytes pour si jamais je voulais faire une grossesse toute seule plus tard. Finalement, j'ai rencontré ma femme et la question s'est pas posée. On a décidé très vite qu'on voulait avoir des enfants ensemble. Mais du coup, voilà, à chaque fois, je me suis dit, est-ce que cette rupture, si je m'en remets pas vite pour passer à autre chose avec quelqu'un d'autre, je vais pas risquer de perdre cette fenêtre que j'ai pour avoir des enfants? Parce qu'on n'arrête pas de répéter aux femmes que leur corps est périssable, blablabla. Et c'est quelque chose qui est beaucoup alimenté par la pop culture. J'ai fait une référence à Desperate Housewives, maintenant je vais faire une référence qui va plaire à ma femme, à Brooklyn Nine-Nine. Oui, très cool. Où tu as une discussion entre les deux personnages principaux qui sont mariés et où le mec dit « je suis pas sûr de vouloir avoir des enfants ». La femme dit « moi je veux des enfants et j'ai besoin que tu te décides maintenant parce que si en fait tu veux pas d'enfants, je vais te quitter. » On se quitte, ouais. Parce que j'ai pas envie de tout recommencer et de devoir attendre X années avant de pouvoir avoir des enfants. Et j'avais trouvé ce discours ultra violent avant de me dire mais en fait est-ce que j'ai pas fait exactement la même chose? Parce qu'en vrai à chaque fois que je me suis lancée dans une nouvelle relation, c'est une des premières discussions que j'ai eues, parce que j'estime que c'est le genre de discussion à avoir avec ses partenaires, c'est est-ce que dans un futur proche, moyen, long terme, tu veux des enfants? Bah, est-ce qu'on a un projet commun, quoi? Voilà. Et d'ailleurs, c'était une des discussions qu'on avait eues très tôt avec ma femme quand on a commencé à se fréquenter. Parce que l'une des raisons pour lesquelles j'étais restée aussi longtemps avec mon ex, même quand notre relation allait plus très bien, c'était aussi parce que je me voyais avoir des enfants avec lui. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je suis prête à me lancer dans une relation avec quelqu'un qui ne voudra pas avoir des enfants à 30 ans, sachant qu'on ne répète que l'horloge biologique tourne. Voilà, c'était une discussion qui était importante pour moi à avoir. Mais c'est vrai que malgré tout, j'ai jamais vraiment eu de grosse période de reset, pour le coup, tu vois. J'essaye de réfléchir. Quand j'ai rencontré ma femme, j'étais encore avec mon ex. On était dans un contexte un peu particulier de relations ouvertes. Du coup, c'est pas vraiment des relations qui sont superposées.
quand j'ai quitté mon ex, je me suis dit, je veux pas me remettre en couple tout de suite. On avait été très clair. Ma femme était dans le même contexte. Elle sortait d'une rupture. Elle avait pas non plus envie de se remettre en couple avec qui que ce soit. Manque de peau, on a eu cette discussion, on a dormi ensemble et ensuite on a passé les 3 mois qui suivaient à se voir tous les jours. On a mis 3 mois avant de mettre une étiquette sur notre relation, mais oui, voilà. C'était puis après on a speedrun parce que au bout de 3 mois on a emménagé ensemble, au bout de 6 mois on était fiancés, enfin on n'était pacsés puis fiancés. Je ne suis pas un exemple. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je m'interroge beaucoup sur cette notion de reset. Et c'est aussi pour ça, du coup, je suis allée à cet événement parce que j'étais curieuse de savoir comment ça fonctionne. Comment on reset ? Et ben, il y avait beaucoup de questions autour de la sensorialité, de se recentrer sur soi-même. Donc, on a eu un petit parcours avec se concentrer sur des sons, des odeurs, des sensations, faire le point sur les critères qu'on recherche chez quelqu'un. Faire le point sur les critères auxquels on est prêt à renoncer chez quelqu'un aussi. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et t'as un moment assez cathartique dans le parcours qui était très fun, où en gros, il t'imprimait le critère que auquel t'étais prête à renoncer pour trouver l'amour, et il te faisait le mettre dans une déchiqueteuse pendant qu'il te prenait en photo. J'adore. Très inventif. J'adore ce genre de symbole, c'est parfait. Et du coup... moi, la question se pose pas parce que je suis mariée, je suis très heureuse. Donc la question d'un reset, ce n'est pas actuel. Mais est-ce que toi, c'est le genre de truc que tu pourrais te faire un point sur qu'est-ce que je veux dans ma prochaine relation, et est-ce qu'il y a des choses auxquelles je suis prête, des critères passés auxquels je suis prête à renoncer. Déjà, je suis totalement prête à mettre des trucs dans une déchiqueteuse. Je trouve ça extrêmement satisfaisant. J'en ai une à mon bureau aussi. J'avais venir mettre des trucs à la déchiqueteuse. En vrai, c'est très 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 satisfaisant. Complètement. En fait, il y a des trucs. Tu vois, là, pour une fois, c'est moi qui vais dire des trucs un petit peu intelligents. Il y a, ce qui ne veut pas dire que tu ne le fais pas depuis le début de cet épisode. Attention, c'est au contraire, c'était pour te créditer pour les épisodes précédents. Du coup, quand j'ai eu ma grosse rupture, ça a été un choc, même un traumatisme. Et les médecins que j'ai vus à ce moment-là m'ont dit qu'en fait, j'étais en train de faire une descente de drogue assez violente, puisqu'en réalité, quand t'es en couple avec quelqu'un, tu utilises une partie en fait, son corps finit par faire partie du tien, c'est-à-dire que du coup la salive se mélange, et donc du coup quand la séparation a lieu, t'as un manque de la moitié possiblement de tous les petits éléments que cette personne apportait dans ton corps déjà de base. C'est même la raison pour laquelle tu peux tomber plus facilement malade au moment d'une rupture, parce que non seulement t'as cette redescente émotionnelle, mais en plus comme t'as ce côté privation du corps, tu as aussi une privation d'anticorps. Exactement, voilà. C'est ça, c'est que du coup il y a cette espèce de, tu vois, c'est toi qui reviens. Moi je cherchais le mot, mais en fait tu l'as trouvé. Donc voilà, donc il y a cette espèce de chose là qui se joue, et ça il m'avait dit, faut prendre votre mal en patience et essayer de survivre à travers ça. Ça va prendre quelques mois pour que ça se remette et que vous reconstituiez vos anticorps à vous, votre propre identité. Il y a aussi les cellules du corps. Moi c'est un truc que je trouve assez fascinant, c'est que, alors je vais peut-être dire une énorme connerie, mais je crois qu'il faut à peu près 3 mois pour que les cellules de ta peau, en tout cas les cellules superficielles, celles de l'extérieur, se reconstituent. Et donc du coup potentiellement que tu puisses te dire que la personne avec qui tu as été en couple n'a pas touché le corps que tu as au présent. Il faut au moins 3 mois pour arriver à ce résultat. C'est une théorie qui est super intéressante, parce que c'est une théorie qui est beaucoup utilisée par les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, sur le fait qu'il faut 7 ans pour que le corps se renouvelle entièrement. Et du coup il y a vraiment cette théorie qu'au bout de 7 ans tu as de nouveau un corps qui est 100% à toi. Exactement, du coup je crois que c'est pour la langue, c'est plus long, il y a des trucs un peu comme ça, mais du coup voilà, donc ça a été toute une réflexion que j'ai eue à ce moment-là. C'est complètement bête, mais du coup ma réponse à ça, c'est que j'ai fait beaucoup de gommage. J'ai été beaucoup à hammam, et je disais aux meufs, allez-y franchement là, je vais vous enlever tout, au moins 3 ou 4 couches d'épiderme, j'en ai rien à foutre. Et donc du coup râpez-moi la peau. C'est ça, et un peu comme si, un peu dans une idée un peu très je voulais faire un peu comme ces femmes qui se font enlever carrément la peau du visage et qui ensuite se reconstituent. J'aurais pu le faire à ce moment-là, je pense. Et du coup, voilà, il y avait toute une réflexion comme ça, et des grandes décisions sur mon corps pour arriver à la forme à laquelle je suis aujourd'hui, avec laquelle je suis OK, et qui est une forme qui n'est pas liée pour moi à la relation d'avant. Et donc pour moi, ce reset, il vient de là, tu vois. Donc il vient pas forcément d'un truc purement intellectuel de j'ai plus envie de ça, où évidemment je peux faire la liste des trucs dont j'ai plus envie, mais ou des
trucs dont j'ai envie, mais il y a aussi ce truc purement de la peau que tu trimbales, enfin de ton corps que tu trimbales toute la journée, et de se dire que il reste des espèces de micro-bouts de l'autre personne à l'intérieur de toi ou sur toi, ou des espèces de souvenirs fantômes comme ça. J'avais vraiment l'impression d'avoir un membre fantôme. Ça a duré quelques mois comme ça, où j'avais l'impression que ouais, c'était lourd à porter, quoi. C'était vraiment très complexe. Je supportais pas d'être nue. Enfin, il y avait vraiment plein de trucs. C'était vraiment super chiant. Et du coup, donc ce reset-là, il était nécessaire, très santé mentale, ce reset-là, déjà. Et puis, bah, sur la question des listes, ouais, bien sûr. Est-ce que j'aurais des listes à mettre dans un paper shredder là? Je sais pas, mais bah déjà moi assez clairement le truc que je décide d'enlever c'est les hommes, du coup je pourrais complètement enlever ce truc là, symboliquement j'aimerais beaucoup, mais en réalité il y a des trucs simples que je pourrais aussi accepter, tu vois. Là maintenant, pendant un temps je me disais, pendant longtemps dans ma vie je me suis dit je peux être en couple avec des personnes qui me ressemblent. Ça fait très enfin c'est très compliqué comme réflexion à dire. Non, vous allez me juger parce que non, mais je parlais de culture, je parlais de goût, de gens qui aimaient autant le cinéma. Je pensais que j'avais besoin d'être en couple avec quelqu'un qui faisait quasiment le même travail que moi ou le même travail. Je me voyais pas avec quelqu'un qui aurait été complètement différent. Et là, ces 2 dernières années, j'ai lâché du lest sur ce truc-là, et j'accepte en tout cas que il y a des différences notables et qu'on se retrouve sur des moments qui ne sont pas, en fait, l'espèce de fusion que j'ai vécue pendant des années et qui pour moi était un symbole de l'amour, ou en tout cas comme ça que ça se manifestait, aujourd'hui je la refuse totalement. Et du coup c'est intéressant aussi ce que tu as dit sur le reset, parce que moi j'ai une autre réflexion maintenant, du coup après 1 an de reset, c'est et si le reset c'était pas hyper cool en fait et que je voulais pas revenir en arrière. C'est une possibilité aussi. C'est de toute façon on est dans des phases de nos vies où on se pose plein de questions, et les ruptures sont aussi faites pour ça, de se dire est-ce que finalement je veux ça de ma vie, est-ce que je veux ça avec quelqu'un, est-ce que finalement je peux pas m'auto-gérer toute seule, me rendre heureuse toute seule. Moi j'ai toujours été éduquée dans une vibe où on m'a dit si tu veux être heureuse avec les autres il faut d'abord que tu sois heureuse avec toi-même. C'est vrai, mais pour quelqu'un qui a été beaucoup en dépression comme je suis, eh ben c'est hyper dur à entendre. Oui, on se comprend. C'est un peu comme si t'es stressé pendant la grossesse, ton bébé va aller mal. Et tu te dis, bon bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, donc mais je suis d'accord avec toi en réalité. Et puis ça passe par plein de trucs en fait, moi je trouve que ça passe par aimer passer du temps tout seul. J'adore passer du temps seul. Moi aussi. Mais alors pour le coup, moi j'ai découvert ça quand j'étais sur la fin de ma relation précédente, au moment où ça allait plus. Je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais passer du temps seule, pas forcément parce que c'était pas du temps que je passais avec mon ex, parce que malgré tout on passait de très bons moments ensemble même si on n'était plus amoureux l'un de l'autre. Juste en fait je réapprenais à apprécier ma propre compagnie. Et du coup j'ai un petit peu l'impression que ce reset je l'ai fait avant ma rupture. Ouais. Et que je l'ai continué après, notamment en me recentrant sur d'autres choses, notamment sur mes relations amicales, mes relations avec ma famille, voilà. Pour moi, une rupture, ça peut être un point de départ à plein de choses, à une nouvelle relation, certes, pourquoi pas, mais aussi à un changement de comportement, de comment t'agis avec les autres. Parce que tu te dis, ah, mais ça, je regrettais de pas pouvoir le faire plus quand j'étais en couple. Du coup, bah là, si je me mets avec une nouvelle personne, j'ai envie d'être plus libre de sortir avec mes copines, de faire des apéros, des choses comme ça. Ou plus libre de me dire, bah, j'apprécie pas ce film et je vais pas faire semblant de l'avoir apprécié devant une personne, tu vois. Je comprends complètement, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est important ce temps passé seul, parce que ça nous fait être capable de faire une liste des trucs qu'on aime faire seul, et qu'on sera plus prêt à jeter dès qu'on va retrouver quelqu'un. Moi c'est vrai que du coup je vois, en fait on en a parlé déjà dans des épisodes précédents, mais c'est vrai que cette phase là dans laquelle je suis actuellement me fait surtout revoir à quel point mes relations d'avant étaient un peu moisies. Et du coup, parce que pas équilibré, parce que j'allais pas bien parce que je faisais pas les trucs qui étaient bons pour moi, parce que je m'écoutais pas assez, et que du coup c'est des choses qui tuent les relations. Donc je pense que quand on dit ce truc de il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres, c'est aussi il faut se connaître soi-même plutôt avant de pouvoir avoir la prétention de vouloir ajouter quelqu'un à sa vie. Et c'est vrai que là aujourd'hui
J'ai l'impression que c'est une de mes relations. Je veux que ce soit une de mes relations les plus réussies. Ça fait très développement personnel de dire ça, mais en réalité c'est le cas. Je peux pas dire que je m'adore, que je m'aime, que je suis autosuffisante et tout machin, mais il y a des trucs que je veux plus jamais qu'on m'enlève. Il y a des trucs et l'image que j'avais de la relation avant, qui consistait beaucoup, il y avait beaucoup ce truc de être en couple pendant un temps. Ça a été beaucoup regarder la télé ensemble, regarder des séries ou des téléréalités ensemble. Maintenant, j'imagine pas une seule seconde quelqu'un dans mon canapé pendant que je regarde un truc qui me fait plaisir ou juste un truc. Je veux pas que, pour moi, si quelqu'un en fait, c'est ça le truc, c'est que ça m'a rendu plus difficile là pour le coup. Ce reset m'a rendu plus difficile sur la suite. C'est-à-dire que je veux pas juste de quelqu'un qui va squatter mon canapé. Ou squatter le canapé de quelqu'un d'ailleurs. Et du coup, c'est ou sacrifier énormément de choses et tout. Et c'est vrai que du coup, ça éloigne encore un peu plus la possibilité de trouver quelqu'un, parce que si on n'a pas beaucoup de prétentions, si on n'a pas beaucoup d'envie, si on est prête à accepter plein de trucs, on trouve plus facilement quelqu'un. Là, en l'occurrence, j'arriverai avec mon bagage de hey les gars, j'ai 40 ans, donc je veux plus relationner avec des hommes, mais j'ai relationné avec des hommes parce que certaines femmes n'aiment pas. J'ai 3 enfants, je ne veux pas bouger de là où je suis. Je veux pas changer mon mode de vie, mais tu peux peut-être trouver une petite place là-dedans. Il y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à accepter ça. Et justement, je me posais un petit peu la question de la place des enfants dans un reset comme ça. Parce que toi, du coup, tu t'es retrouvée, t'as divorcé du père de tes enfants. On n'a pas dit, on est séparés. Vous êtes séparés du père de tes enfants. Et du coup, est-ce que t'as ressenti de la part de la société ou de la part de ton entourage le fait de devoir leur trouver un beau-père ou une belle-mère, ou au contraire de devoir prendre plus de temps parce que, attends, tu vas pas présenter n'importe qui à tes enfants? C'est marrant, c'était un sujet de conflit avec mon ex-partenaire. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que quand je me suis fait larguer à 38 ans, j'ai vu dans le regard des gens, et c'était très clair, et même dans leur comportement, de gens dont je parle, de ma famille, de gens autour de moi, les gens me regardaient en disant, c'est bon, c'est foutu. Elle retrouvera jamais personne. Horrible. Elle est grosse, elle a 38 ans, elle est malade, elle a 3 enfants, elle retrouvera jamais personne. C'est tellement long sur ce que la société pense des femmes que... Et dans un sens, j'ai eu beaucoup d'empathie du coup. Qui était un peu de la pitié au final. Oui, c'était plus de la pitié que de l'empathie, je pense. Mais j'ai senti le truc, des gens ont fait, oh là, elle va dévisser parce que vraiment elle retrouvera jamais personne. Personne n'est prêt à aimer un truc pareil. Et du coup, ça c'est ma façon de le formuler, mais le fait est que dans le regard des gens, c'était vraiment très très présent, et même vraiment encore dans leur comportement, il y avait un truc de on va se tenir bien proche, parce que on sait pas ce qu'elle peut nous faire. Et du coup, les enfants, avec ça, il y a eu 2 choses. C'est-à-dire que dans la phase où j'étais très mal et avec une santé mentale assez défaillante, j'ai éloigné un peu les enfants parce que je voulais pas qu'ils me voient comme ça, et je voulais pas qu'ils... C'était complexe parce que je voulais pas qu'ils jugent la personne qui m'avait quittée. Donc du coup, je voulais préserver la relation qu'ils avaient avec eux. Donc j'ai caché des choses, ils ont pas eu tous les détails des trucs, ils ont pas vu mon état. Donc je me suis éloignée de mes enfants consciemment. C'était pas une très bonne décision, je le vois encore aujourd'hui, mais et puis en plus les enfants sont très perceptifs, donc en fait ils voient ils comprennent les trucs. Mais du coup, je me suis un peu éloignée de ce truc-là. Et puis après coup, quand je me suis remise en couple 6 mois après, moi, je me suis dit, il faut que je protège à tout prix les enfants. Je vais pas leur amener quelqu'un avec qui je serais peut-être plus en couple au bout d'1 an. Et je veux pas qu'ils revivent une rupture où ils s'inquiètent pour moi, parce qu'ils s'inquiétaient beaucoup pour moi en réalité. Et donc du coup, j'ai attendu peut-être 3-4 mois avant de présenter les enfants à cette personne parce que je pensais que la relation était vraiment solide. Et j'ai eu un désaccord avec ma compagne à ce moment-là, qui elle pensait qu'au contraire, en fait les enfants étaient prêts à accepter que les gens allaient et venaient, et qu'il fallait, si on montrait qu'on s'engageait un petit peu, qu'il fallait présenter les enfants tout de suite. Et en gros, on avait un désaccord fondamental sur le fond du truc, qui était qu'en plus c'est mes enfants, donc c'est un peu moi qui décide, mais accessoirement. Un peu, et puis en plus, même si je fais un truc dysfonctionnel, c'est mon truc dysfonctionnel à moi, et c'est comme ça. Mais le fait est que moi, du coup, j'aurais une tendance à dire, je veux protéger mes enfants. Et d'ailleurs, c'est souvent, en fait, j'en ai parlé avec beaucoup de parents depuis, parce que j'ai culpabilisé de cette affaire. Et tous les parents à qui j'en ai parlé m'ont dit, mais pareil, enfin, je veux dire, on a très peur de présenter des gens aux enfants. Même mes amis, j'attends toujours il y a toujours un truc de temps aussi, quoi. Je présente pas n'importe qui du jour au lendemain aux enfants pour plein de raisons. Et du coup, donc, il y a eu cette présentation. Et quand la relation s'est arrêtée, j'ai eu encore un drop de morale là-dessus, qui est, ok, donc là, en gros, je suis condamnée à la spirale de, je présente des gens aux enfants, ils vivent des trucs avec les enfants s'investissent émotionnellement, et après, les gens disparaissent, et ok. Et du coup, je suis en train en gros, de faire du mal à mes enfants avec cette chose-là, et j'ai beaucoup culpabilisé. Donc, du coup, moi, je me suis tapée 2 ruptures en 1 an, et
eux aussi dans un sens. Mais donc là maintenant, c'est aussi pour ça que je deviens plus dure aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est pour ça que je n'ai plus de relation à proprement parler. Je vois des gens, mais je n'ai pas de relation parce que je ne veux plus que les enfants soient impliqués de cette manière-là. Je rassure les enfants sur le fait que j'ai encore une vie sociale, qu'il se passe des choses dans ma vie, mais que pour l'instant, j'imagine pas de situation où je vais leur présenter une belle-mère, leur dire on va inventer un modèle de famille recomposé et tout. Tout ça me paraît très très lointain et me fait très peur. Je suis très échaudée par la rupture encore maintenant, donc du coup je pense qu'il y a plein de... et là je suis en train d'admettre qu'il y a plein de trucs que j'ai pas résolus, que même au bout d'un an je suis pas capable de m'engager à nouveau parce que j'ai pas envie de me retrouver en difficulté comme ça a été le cas il y a 2 ans. Donc voilà, donc c'est une vraie problématique. En fait c'est ce que je te dis, c'est hyper d'un côté je sais que j'ai raison d'être seule, de l'autre côté je me dis t'es sûre? Puis de l'autre côté je me dis en fait c'est super bien d'être seule, mais du coup est-ce qu'il faudrait pas rester seule le reste du temps? Et après il y a un autre truc qui dit t'es sûre? Parce que peut-être que c'est ton trauma qui parle. C'est très complexe de trouver le bon moment, et c'est pour ça que le coup du reset est intéressant, mais je pense que c'est toujours le moment où en gros quand tu te refous sur les applis, si tu te refous sur les applis, tu te forces toujours un peu. Il y a ce côté-là, et puis il y a aussi ce truc où tu dis est-ce que je me trouverais pas une petite relation pansement aussi, voilà, la petite relation qui fait du bien, où tu trouves un grand blond aux yeux verts ou une petite brune aux yeux bleus, et tu te dis ça va être fun pendant quelques semaines, et ça ira pas plus loin, et c'est ok pour tout le monde, tu vois. Mais tu te dis c'est clair avec tout le monde. Maintenant on a des étiquettes pour tous ces trucs là, c'est possible d'avoir des relations comètes, c'est possible d'avoir qu'il y ait une forme d'amitié dans laquelle potentiellement il peut y avoir des rapports sexuels, mais une fois tous les 3-4 mois, ou plus d'ailleurs, enfin je donne des chiffres, mais c'est possible aussi d'avoir des relations casual, c'est-à-dire des relations un peu de sex friend, de gens qu'on voit, avec qui on a des rapports sexuels, et parfois on fait des sorties, mais où en réalité on s'investit pas plus que ça et on présente pas les enfants. Et on partage pas d'appart. C'est marrant parce que je me dis, j'imaginais tellement pas que tous ces trucs-là pouvaient exister avant. Genre, même, tu vois, moi je suis une enfant de parents divorcés, et mes parents ont chacun retrouvé l'amour de leur côté assez rapidement, avec des personnes avec qui ils sont encore aujourd'hui. Donc vraiment, mon père et ma belle-mère sont ensemble depuis plus de 25 ans, ma mère et mon beau-père sont ensemble depuis plus de 25 ans. Donc il n'y a pas eu ce côté, ils nous ont présenté des gens qui ensuite ont disparu de notre vie. Et du coup je me suis dit ok, c'est peut-être un peu ça le modèle, tu quittes une personne, tu retrouves quelqu'un derrière pour toute la vie. Voilà, pour toute la vie. Je sais pas à quel point le côté répétition familiale entre guillemets peut marquer les enfants. Peut marquer les enfants. Je pense qu'on n'est pas assez équipés, on n'a pas fait assez de recherche sur le sujet pour aborder la question. Mais il y a plein de psychos, sans doute plein de choses à dire sur le sujet. Oui, et puis c'est pas ça, c'est qu'en plus même on le voit au quotidien, quand on parle des choses, potentiellement tout passe, enfin tout est, voilà, les enfants sont pas investis. Quand j'ai dit tout à l'heure investis émotionnellement, quand ils ont vu quelqu'un 2, 3, 4 fois, ils sont pas investis émotionnellement de façon déconnante. Il y a plein de choses en fait, il y a plein de nuances à apporter. Tous les enfants aussi ne pensent pas de la même manière, ne vivent pas les choses de la même manière. Je pense qu'au bout de la 3e ou 4e rupture, ils ont plus beaucoup d'espoir, ils sont un peu tranquilles. Donc non, en fait, je pense qu'il y a plein de modèles différents, et je juge pas les gens qui, au contraire, veulent investir vraiment, que leurs enfants valident presque les partenaires qu'ils veulent ajouter dans leur vie. Tout ça est très légitime, tout ça s'entend. Là, moi, j'ai parlé que de mon cas précis, qui est un peu spécial, de personnes complètement traumatisées, mais c'est vrai que... Et puis, tu vois, moi, j'ai eu de la chance aussi dans ce reset. Encore une fois, les gens me disent tu vas être seule, tu vas finir seule avec... Moi j'ai 3 enfants, c'est-à-dire que je serai jamais seule potentiellement, à moins que je me fâche avec mes 3 enfants à mort. Mais on a vu les Beckham, on sait jamais ce qu'il fait. Tout est possible, mais encore une fois j'en ai assez pour qu'au pire je m'en fâche avec un seul. Non mais comme ce truc des médecins qui disent d'avoir plusieurs enfants au cas où il y en a un qui meurt. Oh là là. Et du coup non, j'ai pas ce truc d'extrême solitude. En plus je les ai 1 semaine sur 2, donc ça peut m'arriver d'avoir des semaines où je suis vraiment all by myself, je fais vraiment tout ce qui me fait kiffer. Parfois je fais que de la merde toute la semaine, et après la semaine suivante j'ai 3 personnes chez moi qu'il faut nourrir, à qui il faut parler, avec qui tu partages des trucs, avec qui tu mates des films. Tu parles d'un Tamagotchi.
Faut les nourrir, faut leur parler. C'est des petites personnes. Mais c'est de moins en moins petites personnes parce que mon fils est né à 15 ans. Mais du coup, c'est des relations que j'ai dans ma vie. Et du coup, je suis pas en train de dire que j'ai nourri ma relation avec mes enfants un peu comme à la place d'une relation avec un partenaire. Mais en réalité, je suis très, très, très contente d'avoir eu le temps aussi de vivre cette relation-là avec mes enfants. Et que si je m'étais mise en couple tout de suite et que c'était resté et que j'étais partie dans un délire de, encore une fois, parfois tu t'engueules avec la personne, parfois ça va pas, parfois machin, tu vas faire des concessions sans arrêt, et ben j'aurais moins pris le temps pour mes gosses. Et donc possiblement là je suis en train de leur consacrer un temps que je leur consacrais pas avant. Je le consacre à la fois à moi mais aussi à mes enfants, et du coup je regrette pas du tout ça. Et encore une fois je me sens, et je consacre aussi en même temps à mes amis, à mon engagement, à plein de trucs qui sont autres. Et si je me remets en couple avec quelqu'un, je sais comment, enfin possiblement je sais comment ça va finir, comme quasiment toutes les relations. On va passer notre temps enfermé à la baraque à baiser ou à regarder des trucs sur Netflix, et j'ai pas envie de revivre ça. Bah écoute, je suis pas très positive. Non, mais en vrai, je comprends totalement, parce que moi, je me dis si et vraiment je touche du bois tout ce qui existe. Si jamais je venais à me séparer de ma femme, ce qui n'arrivera jamais, objectivement, je sais pas si je serais capable de me relancer dans quelque chose de nouveau. Sans une grosse période de reset. Ouais. Je pense que, je sais pas si c'est le fait d'être mariée maintenant qui rajoute aussi une couche par rapport à tout ça, de se dire oh là là, putain, faut gérer le divorce, les papiers, les machins et tout, le notaire, le crédit de l'appart, tous ces trucs là. Mais ouais, je pense qu'il y a aussi un moment où tu arrives à un stade de ta vie où tu as des relations qui sont tellement significatives que bah c'est plus difficile que après une rupture un peu moins intense, on va dire. Que en plus on est à des stades de nos vies d'adultes où bah il y a des enfants, des crédits immobiliers et toutes sortes de choses qui font que les ruptures sont aussi plus difficiles. Genre tu vois, c'est pas juste briser le bail d'un appartement qu'on louait à deux. Et puis moi j'ai toujours travaillé avec mes partenaires. Bah, ça, donc il y a aussi l'implication avec le travail. C'est vrai que j'ai ça aussi, je travaille avec ma femme donc. C'est ça. Donc c'est pas des choses qui sont très simples, c'est très chargé. C'est ça qui rend les ruptures encore plus difficiles à vivre. Et puis bah pareil, enfin moi du coup toi tu l'as pas encore vécu, je pense pas, mais du coup moi j'ai eu 2 relations de quasiment 10 ans. Et j'y suis restée 9 ans avec mon ex. Ouais. Et ensuite bah en gros tu sais plus qui t'es. Enfin je veux dire, quand tu sors de ce truc là, moi je pendant 1 an là, enfin pendant les 2 ans là qui viennent de se passer, je suis en train de réapprendre ce que j'aime manger, ce que j'aime regarder à la télé, ce que j'aime écouter comme musique, comment j'aime m'habiller, comment j'aime passer mes journées de manière générale. Et parce qu'après, en fait, bah, c'est un peu comme ce truc avec les anticorps. T'es une sorte de blob mix des deux sur un truc que t'as créé comme ça de façon un peu artificielle. Et parfois, tu peux te dire c'est la meilleure version de moi-même. Du coup, le truc de la moitié, tu sais, t'as retrouvé ta moitié. Machin. Et là, maintenant, j'y crois pas du tout. C'est clairement, et je vois ça un peu comme une forme de vampirisme, et je me fais pas confiance pour me protéger de ça. C'est pas la faute des gens, en plus j'ai jamais été avec des partenaires qui m'ont forcé à rentrer là-dedans, mais de moi-même j'y suis allée. On le fait un peu par automatisme et par instinct aussi, hein, c'est ça, à dire oui aux choses, à arrondir les angles, à dire que c'était pas grave parce que si tu regardes un truc qui t'intéresse un peu moins, bah en fait finalement, enfin c'est pas un grand sacrifice dans la vie. Oui. Mais au final, bah je te dis, quand t'as du recul, quand tu reprends du recul là-dessus, tu te dis bah en fait, je sais pas, la vie c'est pas si long. Est-ce que vraiment c'était une bonne chose, des bons souvenirs, des bons moments, des trucs positifs d'avoir vécu ça? Je sais pas trop, je referais probablement pas les mêmes trucs maintenant. Et je pense que la relation à laquelle j'aspire un jour, pas tout de suite, il faudrait tomber vraiment sur la bonne personne, tu vois. Je me vois pas, autant je me vois avoir des partenaires, là c'est le cas, tu vas avoir des gens de temps en temps, avoir des partenaires, machin. Mais faire entrer quelqu'un dans ma vie sérieusement, faire venir quelqu'un à l'appart, faire cuisiner pour quelqu'un et tout machin, eh ben je me vois pas le faire pour encore 10 personnes. Je le ferais peut-être pour 1 ou 2 personnes éventuellement s'il y a un moment qui se passe mal à un moment, mais je me vois pas le refaire. Je me vois pas m'inscrire pour les applis pour trouver l'amour. M'inscrire sur les applis pour trouver du sexe, peut-être, éventuellement. C'est assez facile en dehors de ça, donc oui. Voilà, mais de faire des rencontres en tout cas, mais pour retrouver l'amour, voilà, ça va me rendre très 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 difficile. Donc, mais c'est intéressant d'avoir ce temps. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi de profiter de ce moment pour voir un psy.
Tu vois, refaire un reset sensoriel, effectivement, refaire la liste des trucs qui te font kiffer. Et puis même sur ta vie sexuelle, ravoir un temps où tu te dis qu'est-ce qui faisait partie de moi dans la vie sexuelle et qu'est-ce qui faisait partie de l'autre personne et de notre espèce de truc hybridé, parfois monstrueux, quoi. J'ai vraiment en tête l'image du personnage de fin de The Substance et je pense que... Et du coup, c'est vraiment ça qui me vient, c'est-à-dire que je pense que l'état dans lequel était ma vie sexuelle avant était un peu à cet état-là, tu vois. Et pour un personnage pour lequel j'ai énormément d'empathie au demeurant, qui est vraiment un personnage très chouette, mais qui avait cette forme-là. Et donc après, il faut, pareil, retrouver qui t'es toi. Qu'est-ce que t'aimes ? Est-ce qu'il y a des trucs que t'as jamais fait ? Est-ce qu'il y a des trucs que t'as fait mais il y a longtemps que tu voudrais refaire ? Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs que tu voudrais faire ? Est-ce que tes sensations, tu as l'impression de les sentir ? Je pense que c'est un temps parfait pour recommencer à se masturber, par exemple, ou se masturber de façon beaucoup plus intense. Et puis, pareil, après, ça te rend plus difficile, mais dans le bon sens, surtout si tu dates des hommes, parce que tu vas moins accepter que le rapport sexuel, il n'y ait pas d'orgasme à la fin ou pendant ou machin. Et donc, c'est très important. Je trouve que c'est des standards sains. Tu vois, là, je suis en train de dire, vraiment, j'ai les standards les plus hauts de l'univers, et c'est pas faux. Mais en particulier pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui datent des hommes, ces standards, ils sont sains. Ayez des standards hauts. Parce que vraiment, la barre est tellement basse. Respectez-vous. Ayez des standards et n'ayez pas peur d'imposer des limites. Oui. Parce que c'est aussi dans les ruptures qu'on apprend, en fait, ce qu'on veut plus accepter comme type de comportement. Et puis qu'on a pu, arrêtez d'avoir peur d'être seul parce que vous n'êtes pas seul potentiellement. Il y a plein de manières de pas être seul. Alors moi, du coup, en amont, j'avais préparé le coup parce que du coup, j'avais fait 3 enfants précédemment, mais tout était pensé en réalité. Mais du coup, c'est l'astuce de Lucie là. En cas de rupture, prévoyez d'avoir des enfants et un chat. Mais non, mais en fait, c'est le moment aussi de reconstruire des amitiés, d'aller reparler à des gens à qui vous n'avez pas parlé avant, de vous engager dans des assos, de refaire des activités sportives que vous aviez laissées tomber parce que vous n'aviez pas le temps, vous étiez trop occupé à regarder Netflix. Il y a plein de choses qui sont cool pour rencontrer des gens et pour vous refaire un énorme maillage social et ne pas vous sentir seul. Le célibat, ça n'est pas la solitude, ça n'a rien à voir. Et ne projetez pas votre vie seulement dans le cadre de relations amoureuses. Oui. C'est important d'avoir un entourage qui est mixte et qui est varié. Et si vous ne vous définissez que à travers vos relations amoureuses, vous allez vite aller dans le mur. Oui. C'est quelque chose dont on se rend compte au fil du temps, mais avoir un entourage qui est solide au-delà de son partenaire ou de sa partenaire de vie, pour moi, c'est vital. Et puis en fait, on dit ces trucs-là, mais les statistiques le montrent, en particulier encore une fois pour les femmes qui relationnent avec des hommes, mais le couple, c'est le truc où vous allez être le moins en sécurité. C'est le truc où vous avez le plus de chances d'avoir des violences psychologiques, des violences physiques, de mourir. Des violences financières. Des problématiques financières, des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé tout court. Le couple hétérosexuel vous rend malade. C'est vraiment pas du tout le truc où vous êtes en sécurité. Et le mythe, là on a beaucoup parlé de mythes pendant cet épisode, d'images qu'on se fait de nous-mêmes et l'image que les autres nous renvoient. Et l'image que une femme ou un homme a besoin d'avoir un homme dans sa vie ou besoin d'une personne dans sa vie pour être complète, pour être bien, c'est une erreur. Toutes les statistiques de ces dernières années le montrent. Vraiment, le couple hétérosexuel, c'est le truc le plus dangereux pour une femme et le truc qui va lui apporter le plus de malheur, entre guillemets, dans le sens où, on le sait, donc la santé va être moins bonne, mais aussi le revenu. Les revenus sont pas terribles. D'ailleurs, on le voit même sur la séparation. En l'occurrence, les femmes, ça leur coûte beaucoup plus cher et c'est beaucoup moins intéressant pour leurs revenus de se faire quitter que les hommes qui s'en tirent encore une fois pas trop mal. Tous ces trucs-là font que, en l'occurrence, il faut revoir aussi ces standards-là et ces clichés-là. Moi, je pense que c'est une très 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 bonne chose qu'on le remette en question. Le reset est très important. Se rendre compte pendant le reset qu'on est heureuse comme ça est très important. Je le souhaite à tout le monde, vraiment. Et la seule chose que je trouve dure, c'est qu'effectivement, quand t'es célibataire, en tout cas, tu dois payer ton loyer seul. Et on vit pas dans un monde où c'est extrêmement facile. Dans la France de Macron, c'est pas extrêmement facilité. Donc, mais ça veut dire que peut-être il y a imaginé des colocs, imaginer d'avoir des apparts plus petits, imaginer plein de solutions qui sont peut-être différentes pour pouvoir quand même avoir une vie intime, avoir de l'espace pour sa vie personnelle, mais en réalité oui, c'est pas facilité d'être célibataire aujourd'hui. Bah écoutez, sur ce constat, mais soyez-le.
Sur ce constat, je pense que on a bien fait un tour de la question, plus que ce que je pensais, tu vois. Tu disais on n'a pas grand chose à dire. Ouais, en fait, si ça fait 40 minutes qu'on parle de l'intérêt du reset, n'hésitez pas à nous raconter vos propres expériences en commentaire, on est toujours preneuse. Ça nous donne plein d'idées pour la suite des épisodes. Et puis on va conclure en vous rappelant que Laetitia et Lucille présentent le Reset, est un podcast TDA Prod, produit et réalisé par Benjamin Saeptem Ours, enregistré chez Madame Chat. On est disponible sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube, et on se retrouve dans 2 semaines. À très vite. À bientôt.